Bonjour et bienvenue à cette présentation. Cet article que j'ai décidé de tourner là, à une vidéo, pardon. Donc, pour appuyer le texte aussi qui est disponible là, sur le blog L'adulte autiste. Donc, le titre de mon article est L'autisme et l'effet du camouflage et de la suradaptation. Dans cet article, je vous partage mon opinion et mes constatations personnelles sur l'autisme et l'effet du camouflage et de la suradaptation sur le long terme. Nous aborderons aussi le lien avec le diagnostic tardif. Nous verrons plus en détail ce qui les cause, les conséquences, les choix qu'a la personne autiste pour faire face à son diagnostic tardif et ou à ses épuisements autistiques. Donc, qu'est-ce qui fait que l'autisme est un handicap? L'autisme est une condition d'abord qui comporte des caractéristiques pouvant mener à des déficiences plus ou moins marquées. Celles-ci peuvent créer des limitations ou incapacités chez la personne. À ce moment, la condition devient suffisamment handicapante pour limiter la personne dans son autonomie et à réaliser les tâches de la vie courante dans le cadre normalement établi. Étant donné que chaque individu est unique, l'impact causé par cette condition se reflète différemment chez chacun. Nous pouvons trouver des outils, des stratégies, des adaptations, des accommodements, ressources et soutiens pour nous aider à pallier et à diminuer au mieux l'impact que ces déficiences occasionnent. Parfois, ce qui cause cette situation de handicap peut se situer en nous, donc c'est des aspects ou des facteurs internes, et dans d'autres cas, être causé par des facteurs externes. Lorsque ces facteurs sont internes, les ressources et démarches pour les reconnaître seront possibles grâce à la découverte de soi et du développement personnel. Lorsque ces facteurs sont externes, alors nous devons évaluer si des facteurs pouvant être modifiés, supprimés ou sinon, si nous pouvons nous extraire de ces facteurs qui nous nuisent. Dans le cas où il est impossible de travailler ces aspects et facteurs internes ou bien d'équilibrer les facteurs externes en harmonie avec soi et ses capacités besoins, nous devons aller chercher du soutien extérieur tel que des professionnels et intervenants. Lorsque malgré tout ça, les déficits et limitations continuent d'impacter notre quotidien, les sphères de vie et notre bien-être, l'autisme n'est plus du tout une condition positive dans laquelle nous y reconnaîtrons ses forces et son potentiel. Cette condition ne se résumera qu'à un handicap et une différence pénible. Donc, en mode camouflage ou traducteur. En constatant et en vivant ce décalage avec les gens et la société, et ne voulant surtout pas être jugé, dénigré, humilié ou rejeté, la plupart des personnes autistes auront deux façons de s'intégrer. Tout d'abord, ils tenteront d'imiter les autres et de camoufler ainsi leurs particularités. Ensuite, ils devront sans cesse tenter de traduire ou interpréter le monde extérieur qui est créé par des personnes et pour des personnes au mode de fonctionnement différent. Ce point est très important pour comprendre ce qui met ces personnes en situation de handicap, en sentiment de décalage ou en difficulté d'adaptation. Cela leur demandera d'immenses efforts et une quantité incroyable d'énergie à investir dans cette traduction pour bien imiter sans réellement comprendre ou adhérer à ce qui est attendu. En intégrant un autre mode de fonctionnement, elle ne pourra plus utiliser les forces et les compétences propres à son mode puisqu'elle doit s'approprier et utiliser les forces et compétences de l'autre mode. Imaginez comment on peut se sentir de ne jamais pouvoir expérimenter la vie et se développer en étant soi et avec les ressources et capacités qui nous sont propres. Donc, résultat, une méconnaissance de soi, ses besoins et son rapport à l'autre. Donc, ce qui induit un développement identitaire en retard et des expériences insatisfaisantes. Dans le développement d'une personne, et ce dès l'enfance, imiter les autres en permanence sans en comprendre vraiment le sens est très néfaste. En effet, son développement identitaire prend du retard dû à une méconnaissance de soi, de son fonctionnement et de ses besoins. De plus, si on ne peut être soi lorsque nous sommes en relation ou lorsqu'on interagit, il devient très difficile d'agir correctement car nous ne comprenons pas ce que nous ne faisons qu'imiter ce que nous avons observé ou entendu. Ainsi, nos aptitudes à communiquer et à développer des relations s'en trouvent affectées et retardées. Sans compter le fait que nous ne serons jamais satisfaits des relations que nous créons puisqu'elles ne reflèteront pas notre personne, nos intérêts, notre mode de fonctionnement, notre personnalité, etc. La motivation à aller vers les autres se verra affectée. Imaginez aussi l'impact sur l'estime, la confiance et l'affirmation de soi. Cela est tout simplement impossible à développer. Malheureusement, même si nous participons à un groupe de discussion une fois par semaine pour socialiser ou développer ces aptitudes, cela ne pourra être suffisant et pertinent puisque dans 95% du temps restant, nous sortons de notre mode et le développement ne peut se poursuivre. La compréhension de la société, plus précisément ses attentes, normes et rôles sociaux. Comme je disais, la structure de la société et tout ce qui est inclus est créé, organisé, dirigé et appliqué par des personnes aux modes de fonctionnement différents, donc ayant des capacités, forces, faiblesses et perceptions de l'environnement qui sont aussi différentes.
Pour une personne autiste, cela peut s'avérer difficile de comprendre, d'accepter et de bien se comporter dans toutes les facettes de la société. Ce n'est pas un choix ou de l'opposition. Ce serait comme demander aux personnes non autistes de vivre comme des personnes autistes. Fort probablement que cela ne serait pas logique, ne conviendrait pas ou demanderait de dépasser leurs capacités, faiblesses ou de ne pas utiliser certaines autres de leurs capacités, des forces et d'accepter de bâtir sa vie sur ça. Ainsi, une personne autiste qui arrive à être hautement fonctionnelle, c'est tout simplement qu'elle a les aptitudes pour comprendre et imiter ce mode de fonctionnement afin de s'intégrer dans la société. Cela ne signifie pas qu'elle ne sort pas de son mode, qu'elle ne dépasse pas ses capacités ou qu'elle ne sous-utilise pas ses forces. En fait, cela est aussi fréquent que les personnes autistes qui sont considérées comme opposants ou qui ont des déficits plus apparents. Il s'agit simplement des aptitudes d'une personne à faire du camouflage, mais le coût est énorme et néfaste sur le long terme. Le camouflage, à l'origine du terme handicap invisible. Le niveau hautement fonctionnel, pour moi, c'est une fausse croyance. J'aimerais revenir sur la définition du concept de hautement fonctionnel, que certains professionnels et intervenants attribuent à des personnes autistes dont ils considèrent qu'ils parviennent suffisamment à s'intégrer en société et réussir personnellement et professionnellement sans trop déranger les autres ou impacter leur bien-être. Comme je disais, ce haut niveau de fonctionnement ne signifie pas que la personne réussit à faire cela sans effort, sans coût d'énergie, sans dépasser ses capacités, sans affecter son développement et qu'elle comprend parfaitement tout ce qu'elle fait pour bien se comporter et réussir sa vie. Cela ne signifie pas non plus qu'elle comprend et adhère à tout ce qu'elle fait et qu'elle trouve cette vie satisfaisante. C'est tout simplement qu'elle a les aptitudes pour faire paraître que oui. Et si bien qu'elle se le fait croire à elle-même et finit par oublier qui elle est, ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Ses choix de vie ne seront pas cohérents avec sa personne et elle pourra vivre des échecs plus fréquemment, mais qui seront encore une fois perçus comme des échecs normaux tant qu'elle réussira à s'en relever de façon attendue. Le hic, c'est que la personne peut parvenir à conserver ce niveau de fonctionnalité durant une certaine période de sa vie, jusqu'à ce qu'un événement, une situation ou une période transitoire de la vie ne survienne et ne vienne dérégler tous ces mécanismes d'imitation, d'adaptation et de camouflage mis en place. À ce moment, la personne refera face à sa condition et ses déficits et limitations seront plus apparents. Ils reprendront la place qu'ils avaient avant que ces mécanismes d'adaptation n'aient été activés. Si la personne ne savait pas qu'elle était autiste, elle pourrait se poser plusieurs questions sur ce qui lui arrive étant donné que ces mécanismes sont là depuis l'enfance, peut-être qu'elle ne se connaît pas, ni son fonctionnement, ni ses besoins, et ni comment faire face à ses déficits. Elle ne pourra donc plus fonctionner normalement. Tout son quotidien deviendra insurmontable. C'est à ce moment qu'elle ira consulter un professionnel. Le diagnostic tardif effet du camouflage. Après quelques consultations, cette personne recevra le diagnostic d'autisme qui, d'une part, la soulagera car elle comprendra enfin ce qui lui arrive et elle pourra s'expliquer enfin l'entièreté de sa vie, des événements vécus, de ce sentiment de décalage et de ses difficultés. Elle lira sur le sujet, consultera des intervenants et sera menée à s'introspecter et à observer sa situation actuelle et analyser les différentes sphères de sa vie, dont le travail, les études, les intérêts, les relations, la famille, les habitudes de vie, la santé, etc. Elle se rendra compte à quel point elle vivait à côté de sa condition, de sa personnalité, ses aspirations et ses besoins. Toute cette inadéquation avec elle, tous ses choix ne sont que le résultat de ces mécanismes d'adaptation qu'elle a mis en place pour s'intégrer et éviter d'être jugée, rejetée, dénigrée ou humiliée et de pouvoir suivre le cours de la vie sans vivre d'échecs et sans démontrer ses particularités. Elle en a maintenant conscience, elle apprend à se connaître et souhaite se respecter dorénavant. Elle comprend qu'elle ne parviendra peut-être plus à réactiver ces mécanismes et plus elle s'introspecte et constate les effets dévastateurs, moins elle a envie de les réactiver. N'aurait-elle pas le droit de vivre dans son mode de fonctionnement après tout? Cet événement, en fait, dérègle les mécanismes les mécanismes d'adaptation puisqu'elle ajoute une charge d'adaptation supplémentaire qui peuvent être nouvelles de surcroît et qui mène l'individu à vivre au-dessus de ses capacités. Toutes les obligations, responsabilités et tâches qu'elle avait pu accepter et réussi à bien accomplir n'étaient possibles que parce que son environnement et sa situation lui permettaient d'appliquer ces mécanismes d'adaptation tout en ayant la possibilité de régénérer son énergie suffisamment. Ces déficits et particularités refont donc surface. Selon l'événement qui a causé le déséquilibre de ces mécanismes, soit cet événement est temporaire et elle pourrait avoir accès à ces mécanismes plus tard, ou bien cet événement sera sur le long terme ou à vie et elle ne pourra plus s'adapter comme avant. Cela peut être un deuil, une séparation d'une personne qui offrait un soutien, devenir un nouveau parent, une maladie ou un accident, un traumatisme, etc. Dans tous les cas, la personne subira les conséquences de toutes ces années de camouflage et d'adaptation. Les conséquences du diagnostic tardif. La construction identitaire est impactée. Elle s'est arrêtée au stade où l'individu a quitté son mode pour s'adapter au mode différent. Ensuite, il n'a fait que jouer un rôle d'une pièce de théâtre.
Les acteurs, lorsqu'ils jouent dans une pièce de théâtre, jouent un personnage qui répond aux critères attendus de ce personnage et permet à celui-ci de jouer toutes les scènes de la pièce correctement. Toutefois, il n'est pas en train de développer son identité, ses compétences autres que théâtrales, et cela ne lui permettra pas de créer des relations. C'est exactement la même chose pour la personne autiste. Quand elle souhaite réintégrer son mode, elle se bute à des pans entiers de son identité qui ne sont pas développés. Si on ne se connaît pas soi, comment pouvons-nous rechercher ce qui nous aspire, convient, répond à nos besoins, et comment pouvons-nous interagir et développer des relations saines? Chaque choix n'aura été qu'un acte de cette pièce de théâtre qui sera externe à ce que nous sommes et avons besoin. Les sphères de vie sont donc désharmonisées. Si l'acteur vit une grande période de sa vie dans la pièce de théâtre et que tout à coup celle-ci s'arrête et qu'il doit retourner vivre dans le monde réel, aurait-il les capacités, aptitudes, ressources et stratégies adaptées? Je ne crois pas. Alors, il se verra devoir répondre à ses obligations et charges de la vie réelle avec le peu de capacités, ressources et stratégies qu'il possède et n'y parviendra sûrement pas longtemps. Donc, en résumé, la construction identitaire sous-développée, ses sphères de vie sont en inadéquation, ses mécanismes d'adaptation ne sont plus possibles, son intégration en société et l'accomplissement de ses obligations deviennent difficiles, et le résultat, son rythme de vie et ses charges le poussent à fonctionner au-dessus de ses capacités. Le manque de compréhension et de soutien. Cette personne cherchera alors du soutien externe, soit en consultant des professionnels ou en recherchant du soutien financier puisqu'elle ne parviendra plus à accomplir toutes ses obligations. Elle en viendra peut-être à la conclusion que travailler à temps plein n'est plus possible. Toutefois, elle prend aussi conscience qu'elle ne peut répondre à ses obligations financières si elle ne travaille pas à temps plein et elle cherchera ce soutien financier. Au fil de ses recherches, elle trouvera et essaiera divers spécialistes, dont des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, psychiatres, psychologues, ergothérapeutes, etc. Quoique je lui espère de trouver des spécialistes positifs, il n'en reste que la plupart des personnes autistes ressentent toujours cette différence et incompréhension autant de la part de l'intervenant envers eux que de la leur pour comprendre l'intervenant. Il constate donc que les interventions, outils et stratégies sont soit difficilement réalisables dans le quotidien, ne tiennent pas compte de tous les aspects ou que plusieurs outils, stratégies, accommodements et spécialistes doivent être jumelés pour l'aider. En fait, c'est normal, puisque ces spécialistes doivent quitter leur mode de fonctionnement pour adhérer à celui de la personne autiste et qu'il éprouve autant de difficultés à comprendre que les personnes autistes ont lorsqu'ils intègrent le mode de fonctionnement neurotypique. Au niveau du soutien financier, mis à part l'aide sociale, aucune aide particulière pour se réadapter à un diagnostic n'existe si on est considéré avoir un niveau haut fonctionnel. Cela ne semble pas être validé ni pris en charge par le gouvernement. Elle se voit donc sans issue pour parvenir à se rétablir. Finalement, elle souhaitera peut-être annoncer son diagnostic et ses démarches auprès de ses proches. Certains l'accepteront, d'autres non, mais dans tous les cas, le soutien ne sera pas suffisant pour permettre ce rétablissement. Donc, en résumé, les spécialistes au public, l'attente est interminable. Spécialistes au privé, les prix sont trop élevés pour la plupart des personnes autistes. Les interventions, outils et stratégies sont limités ou inadéquats. Aucun soutien financier disponible. Et on fait face à une incompréhension et soutien limité de l'entourage. Les surcharges, pourquoi se produisent-elles? Les surcharges font partie intégrante de la réalité d'une personne autiste. Elles peuvent être plus ou moins fréquentes selon l'attention que nous portons à ce qui les cause et les outils et stratégies que nous possédons pour les prévenir et les prendre en charge lorsqu'elles surviennent malgré tout. Une surcharge, c'est lorsque la demande extérieure ou la situation actuelle nous demande une surutilisation de nos capacités ou de fonctionner au-dessus de nos limites. À court terme, sur une journée, par exemple, selon l'endurance de l'individu, la surcharge peut survenir. À ce moment, le corps dit stop, j'ai besoin de repos et il ferme les ressources en surutilisation. Alors, notre corps devient sensible, nos fonctions cognitives deviennent insuffisantes et nos capacités deviennent limitées. Il est alors très difficile de rester dans cet environnement et nous devons nous retirer d'un endroit calme où aucune stimulation ou demande extérieure ne surviendra. Une surcharge est douloureuse. Je l'apparente autant dans sa fonction que dans ses ressentis à une perte de conscience. La perte de conscience permet un arrêt au corps et au cerveau pour rétablir ses fonctions. Durant le moment où la personne devient faible, ses fonctions diminuent telles que la vision, l'audition, l'équilibre, la force musculaire et on peut ressentir des douleurs abdominales, un engourdissement, des douleurs aux yeux, etc. La personne doit se reposer dans un lieu calme. Sur le long terme, si la personne ne peut s'extraire ou minimiser les situations ou l'environnement qui causent les surcharges et que celles-ci s'accumulent, cela peut mener à un épuisement autistique. La personne a fonctionné sur une trop longue période au-dessus de la limite de ses capacités en surutilisant ses ressources. Et tout cela car elle s'est éloignée de son mode de fonctionnement et ses besoins pour répondre aux attentes. Les surcharges, cette fameuse jauge d'énergie.
J'aime bien me représenter ma journée et les tâches, obligations et activités sur une jauge d'énergie personnelle. Tout le monde pourrait utiliser une jauge d'énergie pour évaluer sa journée et les activités qu'il aura à accomplir pour évaluer ses capacités et l'énergie disponible pour les réaliser. Toutefois, pour les personnes autistes, cet exercice est d'autant plus important puisque les conséquences de ne pas connaître la charge énergétique demandée pour chaque activité versus son état, ses capacités et ses ressources sont plus néfastes. Une surcharge, ce n'est pas un simple épuisement après une grosse journée. Quand je parle de connaître et respecter la charge énergétique que chaque activité requiert, cela ne réfère pas à notre compréhension ou capacité à atteindre le résultat escompté, mais bien de faire toutes les étapes qui mènent à ce résultat. Pourquoi? De 1. Parce que les étapes ont été créées et mises en place par des personnes au mode de fonctionnement différents, dont les forces, faiblesses, capacités utilisées se réfèrent à celles que ces personnes non autistes possèdent. De 2, le temps approximatif peut aussi différer entre les personnes autistes et les non-autistes. Ainsi, quand une routine quotidienne qui ne comporte qu'un temps limité en nombre d'heures est additionnée au rythme de vie rapide de notre société, encore une fois établi en fonction des capacités d'un mode non autiste, la personne autiste peut ne pas parvenir au résultat escompté ou devoir surutiliser ses ressources pour y parvenir. Si nous avions à notre disposition les ressources et la liberté de pouvoir créer, organiser et procéder à ces étapes sous notre mode de fonctionnement, alors nous arriverions à un aussi bon résultat, ou du moins un résultat qui nous convient et comble notre besoin. Les causes des surcharges. En général, les surcharges sont causées par un trop grand nombre de données à traiter pour nos capacités. C'est d'ailleurs ce qui cause une limitation due au déficit propre à cette condition. Les données arrivent trop rapidement pour notre capacité, donc nous avons l'impression que nous sommes envahis par ces données, en nombre, et que nous n'arrivons pas assez rapidement à les traiter en rapidité. Ces surcharges peuvent provenir de plusieurs sources telles que notre sensibilité, via les sens, et notre capacité de traitement, dont les données ou informations. C'est pour cela qu'on parle généralement de surcharge sensorielle ou surcharge cognitive. Cependant, plusieurs autres types de surcharge existent en lien avec ces deux déficits. Donc, à exécuter plusieurs tâches simultanément, à recevoir l'information de plusieurs sens simultanément, à devoir se concentrer ou garder son attention vers l'extérieur alors que cet environnement est surchargeant, à mémoriser des informations. Le traitement est alors impacté et cela consiste à une tâche supplémentaire qui parfois est de trop. À communiquer qu'à recevoir de l'information, la traiter et répondre peut parfois nécessiter trop de nos capacités disponibles. Bref, tout ce qui demande une concentration vers l'extérieur lorsque cet extérieur demande ou exige que nous dépassons nos capacités permises. Alors, comme je le disais, cette jauge d'énergie descend et une fois à zéro, nos capacités d'adaptation sont réduites car nos mécanismes et stratégies d'adaptation ne peuvent plus être activés. Cela impacte donc toutes les sphères de notre vie et peut causer plusieurs échecs dans la vie de tous les jours. Donc, en résumé, les surcharges peuvent être causées par les hypersensibilités sensorielles, l'hypersensibilité émotionnelle, la rapidité de traitement de l'information, la quantité d'informations à traiter, la concentration, l'attention et la mémoire sont impactés par le traitement de l'information limité puisque le monde extérieur, donc la société et son fonctionnement, nous demande une adaptation lorsque nous quittons notre mode de fonctionnement pour appliquer celui des personnes neurotypiques et nous demande une traduction constante pour comprendre ce mode neurotypique. Les causes des surcharges. Certains intervenants ou l'entourage des personnes autistes ont tendance à répondre de prioriser nos tâches et activités quotidiennes si celles-ci nous causent des surcharges. Cela peut sembler logique comme conseil. Cela s'avérerait réaliste lorsque nos incapacités à accomplir nos tâches sont causées par un horaire surchargé ou parce que nous vivons un événement de vie qui affecte notre énergie ou morale. Par exemple, quand on a un rhume ou qu'on devient parent, il est normal de descendre nos attentes en termes de tâches accomplies dans une journée ou de fatigue ressentie à les exécuter. Toutefois, dans le cas de l'autisme, nous parlons d'une condition à vie. Les déficits ne nous permettent pas parfois de répondre à notre bien-être, nos obligations et responsabilités, à conserver un emploi, nouer des relations, avoir des intérêts. Ceci est dû à ce monde extérieur créé, organisé et géré sous un mode de fonctionnement différent. Alors même si on réduit la liste de tâches à une seule, elle peut à elle seule causer une surcharge. La personne autiste réalise que cette tâche devra être faite aujourd'hui ou demain, mais qu'elle causera une surcharge. Une personne autiste en fait a le potentiel de travailler très rapidement, sans relâche et concentrer intensément. Mais cela se produit lorsqu'elle est dans son mode de fonctionnement, à utiliser ses forces et ressources pour activer cette capacité sans se buter sans cesse à ses limitations. Comme je disais, on peut arriver au même résultat, mais en ne procédant pas de la même façon. Malheureusement, cette flexibilité d'action est rarement possible dans la société dans laquelle nous vivons qui fonctionne sur un concept d'uniformisation des individus et des tâches. La place laissée à la diversité est mince et l'éducation que nous recevons ne permet pas d'acquérir les aptitudes et capacités nécessaires à l'ouverture, l'acceptation et l'adaptation à ce qui nous paraît étranger.
La personne autiste ne peut donc pas prioriser, car là ne se trouve ni la cause ni la solution pour éviter des surcharges. Il faut qu'elle soit dans son mode de fonctionnement, tout simplement. Et résultat, épuisement autistique. Lorsque plusieurs surcharges surviennent sur une période de temps variable d'un individu à l'autre, et que la personne ne peut s'extraire de ce qui cause ces surcharges et que celles-ci surviennent trop fréquemment, cela mène à un épuisement autistique. À ce moment, le cerveau et le corps ne font plus juste cesser les fonctions cognitives ou bien désactiver les mécanismes d'adaptation pour un 24 à 48 heures. Le cerveau et le corps tombent dans un état d'épuisement qui durera de quelques semaines à plusieurs mois, voire même plusieurs années. Tout simplement, la personne autiste ne peut plus s'adapter et quitter son mode de fonctionnement. Elle n'a plus la capacité, les ressources et l'énergie. Elle doit prendre du temps pour revenir à son mode de fonctionnement. Elle n'a pas besoin de se reposer ou de dormir comme un épuisement classique ou une dépression. Elle a besoin de cesser ce camouflage et l'utilisation de ses mécanismes d'adaptation. Le camouflage social peut être utile lors d'une embauche, d'une présentation orale, la visite des beaux-parents, mais s'avère extrêmement néfaste et surtout impossible à réaliser sur le long terme. C'est comme l'acteur dans la pièce de théâtre. Cette pièce peut jouer quelques heures, mais elle devra un jour cesser pour que cet acteur redevienne lui-même, sans ce personnage, et qu'il puisse retourner à sa vie normale. Sinon, que penseriez-vous que cela aurait comme impact sur sa santé, autant psychologique que sa construction identitaire? Je ne pense pas qu'il faille juger la personne autiste sur cet épuisement en croyant qu'elle baisse les bras, qu'elle est lâche, qu'elle ne sait pas assez fort. C'est même un manque de respect. À la place, nous devrions compatir avec sa situation et la féliciter de toute l'endurance qu'elle a fait preuve pour parvenir à s'adapter jusque-là. Comme un alpiniste qui arrive à un niveau de la montagne et qu'il ne peut plus continuer car il a atteint la limite de ses capacités et de sa force à escalader. Va-t-on lui reprocher de ne pas continuer ou va-t-on le féliciter de s'être rendu à ce niveau et de tous les efforts qu'il a faits? Épuisement autistique égale arrêt de travail fréquent. La personne se retrouvera probablement en arrêt de travail, cessera de fréquenter et de parler à son entourage, ou du moins espacer les visites et les appels, ne prendra plus autant soin d'elle, n'aura pas de bonnes habitudes de vie dont le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, l'hygiène, n'aura plus les capacités à participer à des activités, et j'en passe. Tout ce qui l'amènera à devoir affronter ce mode de fonctionnement différent ne sera plus possible, donc la majorité des points énumérés ici ne pourront être accomplis. La personne fera les choses à sa façon pour ce qui peut l'être, puisqu'elle n'a plus l'énergie ni la capacité de s'adapter. À mesure qu'elle fonctionnera dans son mode, elle retrouvera peu à peu ses capacités, son énergie, ses intérêts, son moral et sa santé si elle avait été impactée. Elle se sentira mieux. Son médecin parlera de retour au travail et la personne autiste trouvera que c'est le bon moment puisqu'elle se sent mieux. Elle retournera donc au travail, retrouvera ses obligations d'avant et devrait à nouveau utiliser ses mécanismes d'adaptation et de camouflage pour arriver à fonctionner et s'intégrer. Toutefois, si ce qui cause les surcharges ne disparaît pas durant ce moment de repos, par exemple devenir parent ou le deuil d'un proche aidant dont nous venons de perdre notre soutien qui palliait nos déficits, et que ces surcharges reviennent encore et encore, la personne autiste pourra avoir de réelles difficultés à redevenir fonctionnelle comme avant. Elle n'aura plus les capacités ni l'énergie pour activer ses mécanismes d'adaptation ou bien ne retrouvera pas le soutien nécessaire. Dans ce cas, elle devient invalide si elle a la chance d'avoir un médecin coopératif et compatissant, ou bien sinon, on l'obligera à retourner vaquer à ses occupations quotidiennes, croyant à tort que son énergie reviendra en s'occupant. Et elle tiendra le coup, sur une période X, selon l'individu, avant de se retrouver à nouveau en épuisement autistique. Ce qu'elles ignorent, c'est que les personnes autistes n'avaient pas besoin de se reposer. Il s'agit plutôt de constater que cela lui requérait une trop grande adaptation pour s'intégrer et qu'une nouvelle situation de vie rend le tout très difficile dorénavant. Il faut s'assurer que ce qui cause les surcharges ne surviendront plus. Deux choix s'offrent alors. Mais que peut donc faire cette personne qui réalise qu'elle ne peut plus s'adapter, se camoufler et réussir à accomplir ses obligations, fonctions et responsabilités qu'elle a pourtant acceptées dans le passé? Elle se voit confrontée à deux choix. 1. Retourner à ses fonctions passées qui lui demandent de s'adapter et se camoufler, mais que puisqu'un événement ou situation X est survenu, l'endurance de la jauge d'énergie baissera plus vite qu'avant et donc les surcharges seront plus fréquentes et ou plus longues et les épuisements autistiques referont surface plus rapidement. Car oui, les épuisements reviendront puisque la personne retournera dans l'environnement à accomplir les tâches qui l'ont menée à cet épuisement-là. Cela car elle doit quitter son mode de fonctionnement et ne plus être en mesure de répondre à ses besoins pour s'adapter. Alors qu'avant cet événement ou changement qui est survenu, elle y arrivait. Maintenant, ce n'est plus possible, à moins que cet événement ou changement ne puisse se résorber ou disparaître. Alors ce n'est qu'une question de temps avant qu'un autre événement ou changement ne survienne et ne cause ces surcharges et épuisements. Son deuxième choix serait d'accepter sa condition, ses limitations, déficits, reconnaître ses forces et modes de fonctionnement et pouvoir ainsi non seulement répondre à ses besoins et respecter ses limites, mais également orienter et équilibrer sa sphère de vie et ses objectifs en adéquation avec sa personne.
Cela lui permettra l'authenticité, la connaissance de soi, l'amour, la confiance et l'affirmation de soi, le respect et savoir se valoriser pour finalement pouvoir développer des relations avec des personnes bienveillantes et ouvertes ou trouver des personnes similaires à elle et de s'adonner à des activités qui reflètent ses capacités et intérêts. Elle évitera ainsi à devoir quitter son mode de fonctionnement sur le long terme et ainsi éviter un grand nombre de surcharges et d'épuisement autistique. L'impact sur le travail, les finances, la santé, le bien-être, l'entourage et les relations sur les particularités autistiques, etc. sera minime en comparaison sur le premier choix. Toutefois, pour arriver à se reconstruire comme cela, des ressources et du soutien sont nécessaires. C'est un peu comme une allergie. Attention, je ne dis pas que les personnes autistes sont allergiques à la société, loin de là. Mais c'est une comparaison pour démontrer pourquoi il ne faut pas s'attendre à des résultats différents si on se réexpose à ce qui nous cause des surcharges. Si on s'expose à ce qui cause une allergie, on va avoir des réactions. On va donc se sortir de l'environnement qui cause cette allergie. Les réactions vont diminuer. Si après cela, nous nous croyons fonctionnels à nouveau et qu'on retourne dans cet environnement et qu'on se réexpose à ce qui nous cause notre allergie, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait moins de réactions allergiques. On peut accepter de prendre des médicaments pour des allergies toute sa vie ou de vivre avec ces réactions en permanence ou bien de changer d'environnement et fonctionner dans un environnement qui respecte notre condition ou, dans ce cas-ci, nos allergies. Le soutien et les ressources nécessaires, mais limités ou inexistants. La personne ira donc chercher les ressources nécessaires pour cette reconstruction de soi et la réorientation de ses sphères de vie en se fixant des objectifs. Elle aura besoin de temps et le temps vaut de l'argent. Nous devons passer près de 40 heures par semaine seulement pour le travail sans compter toutes les autres tâches et obligations. Quel temps reste-t-il pour cette reconstruction qui représente un travail à temps plein à lui seul? Quasi aucun, surtout si nous avons de grandes responsabilités comme être parents. Nous devons donc s'imposer ce temps en cessant de travailler. Mais comment paierons-nous nos factures et répondrons-nous à nos responsabilités financières? Nous recherchons donc un certain soutien financier, mais il n'existe pas. Le seul, c'est l'aide sociale si on y est admissible. Pourtant, notre incapacité à travailler se réfère à un handicap. C'est parce que nous avons accepté de prendre trop de responsabilités et obligations au courant de notre vie. C'est parce que nous avons camouflé trop longtemps. C'est parce que nous avons accepté de se suradapter pour répondre aux normes sociales et devenir fonctionnels. Parce que c'est ce qu'on a exigé de nous si nous ne voulions pas être jugés, dénigrés ou rejetés. Parce qu'il n'y avait aucune autre option pour survivre et fonctionner en société. Et parce qu'on y est parvenu durant X années et qu'aujourd'hui nous n'en sommes plus capables, on se confronte à un soutien financier inexistant ou sinon très faible. Nous sommes donc quasi obligés de retourner au travail et vivre dans des états de surcharge qui sont souffrants ou dans des périodes d'épuisement autistique répétitif. La personne ira chercher l'aide de professionnels pour l'aider à soit développer des outils, stratégies et adaptations permettant de contrôler la fréquence et la durée des surcharges, mais ne pourra les éliminer et ainsi espacer les périodes d'épuisement qui seraient survenues plus fréquemment. Elle devra en moyenne s'entourer de 4 spécialistes, aura des rendez-vous fréquents et se percevra comme une personne non autonome qui a besoin de soutien pour arriver à s'adapter. Car elle n'aura pas trouvé les ressources financières nécessaires pour sa reconstruction de soi et la réorientation de ses sphères de vie. Tout ça parce qu'aucun soutien financier n'existe. Le diagnostic tardif, les événements de vie et les épuisements autistiques ne sont pas reconnus pour impacter suffisamment la santé et le bien-être d'une personne pour qu'un programme de soutien financier puisse être créé. Alors dites-moi, est-ce que cette personne est toujours hautement fonctionnelle? Est-ce respectueux de lui mentionner qu'elle a un handicap invisible? Je ne crois ni que cette personne se considère fonctionnelle, ni que son handicap est invisible à ses yeux. C'est plutôt choquant ou blessant d'entendre ces mots, car cela réfère encore au fait qu'elle devrait être en mesure de s'adapter. En conclusion, bon, ça peut sembler sans issue et déprimant et générer un sentiment d'impuissance lorsqu'on lit cet article. En fait, il faut voir cela comme une prise de conscience de la réalité et s'appuyer sur ce constat pour se développer et réorienter sa sphère de vie et objectifs. C'est possible, j'en fais moi-même l'expérience positive, d'aligner soi, son bien-être et ses besoins, ses sphères de vie, ses objectifs, et que le tout soit concret, réaliste et acceptable en société. Ce n'est certes pas facile car souvent ce chemin n'est pas tracé et il faut sortir la débroussailleuse et le créer nous-mêmes. Mais ce qui est bien, c'est qu'en créant notre propre chemin, on s'assure qu'il nous représente et on le connaît de fond en comble. Sur une courte période, cela requiert un investissement très grand, mais sur le long terme, cela ne va apporter que du positif de trouver ce bel équilibre. Pour ma part, je vois ça comme un cadeau que je m'offre, mais ce cadeau, je dois le bâtir moi-même. Cet article peut aussi servir à expliquer aux professionnels de la santé certains aspects qui peuvent parfois être difficiles à expliquer pour nous et à comprendre pour eux. N'hésitez pas à imprimer les parties de cet article qui vous concernent et les apporter à vos rendez-vous si cela peut vous aider. C'est ce que j'ai fait pour certains de mes rendez-vous, car lorsque j'essaie d'expliquer la jauge d'énergie, les surcharges, les épuisements et l'environnement, ma capacité à travailler, c'est plutôt complexe et ce rendez-vous même me cause un effondrement autistique tellement que je dois passer en mode traducteur longtemps et intensément.
Alors, si je peux vous en éviter une de moins, je sentirais que cet article aura valu le coup d'être partagé. Je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, je parlerai de la répercussion des épuisements autistiques et de la suradaptation dans les différentes sphères de vie. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.